Et salut à tous, bienvenue dans les couloirs du catch pour une vidéo très spéciale aujourd'hui. Comme vous voyez, il y a du facecam. C'est pour remplacer la vidéo classique que vous avez le lundi parce que vous êtes au courant la plupart que on a des soucis de planning avec Thomas pour tourner les vidéos. Et je ne voulais pas que ce lundi soit sans vidéo, donc j'ai décidé de vous faire un bonus solo. Pour la première fois pour la chaîne, je suis un peu stressé parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir Thomas qui me répond ou vous m'avez déjà vu avec des collègues du Discord sur des vidéos bonus comme celle-ci, mais là je suis totalement tout seul. Ça fait très bizarre, mais j'espère que je vais pas trop cafouiller ou bégayer. Essayez de me donner de la force quand vous regardez la vidéo en likant, en étiboostant, comme d'habitude. Je fais déjà la pub et je vous remercie sur les retours des dernières vidéos. En tout cas, Thomas vous remercie aussi. Parce que même si on fait un peu moins de vues, les vidéos sont toujours commentées, toujours likées et ont toujours écouté jusqu'au bout. Donc, encore une fois, vous êtes la meilleure commu, je vous fais un cœur. Et j'espère que cette vidéo marchera tout autant parce que c'est pas habituel sur la chaîne en tout cas. On est toujours présent sur les trois réseaux que vous voyez en bas là, donc YouTube, Discord. Rejoignez le Discord si vous voulez passer des bons moments entre copains, surtout qu'on diffuse pas mal de shows en watch along, donc du coup ça vous permet de regarder du catch avec d'autres gens et de s'amuser tout simplement. Et sur Spotify, pour ceux qui ont peut-être pas YouTube Premium et qu'ils aiment bien nous écouter dans leurs oreilles quand ils font du sport ou peu importe, et ben Thomas continue d'upload les vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez mettre des likes aussi dessus et ça nous fait grave plaisir. On espère continuer à faire grandir la chaîne. On a passé les 700 abonnés il y a pas longtemps. On est très content et on est tout 1000 maintenant. Donc aidez-nous là-dessus. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas de liker, de commenter. On essaye de vous répondre à tous. Ou en tout cas, on lit tous les messages. Donc maintenant, on va commencer cette vidéo bonus. J'ai décidé de vous présenter 3 gaijin au Japon. Donc forcément, hein, gaijin, c'est le terme étranger au Japon. Donc des catcheurs avec qui on fera pas forcément des carrières complètes avec Thomas. Donc j'ai décidé de vous parler de leur carrière au Japon et j'ai pris deux catcheurs assez anciens et un catcheur un peu plus récent, très connu. Vous verrez bien. Je pense que Thomas va vous les spoiler dans la miniature, hein, de toute façon. Et je vais en parler des trois, essayer de retracer un peu leur carrière là-haut et de expliquer un peu leur impact. Certains ont été influents, certains ont vraiment très bien réussi, et essayer de dire les vérités et un peu ce que j'en pense. Donc on commence tout de suite avec l'un de mes catcheurs préférés en fait, que j'ai découvert très très tard, que j'ai étudié alors que sa carrière était déjà finie et quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes les fédérations au Japon et dans les années 80 aussi, 70-80, et ben c'était l'un des top gaijin. J'en ai déjà parlé en vidéo. C'est l'un des meilleurs bourrins, j'ai envie de vous dire. Le grand Stan Hansen, le cowboy. Donc du coup, oui, comme je vous ai dit, il est considéré comme l'un des plus grands gaijin. Lui, la majorité de sa carrière a été faite à la All Japan Pro Wrestling, donc la deuxième grosse fédération au Japon. Donc après qu'il y ait eu la mort de Riki Daozan, que Inoki a décidé de créer sa fédération, qui est devenue la New Japan Pro Wrestling, Giant Baba, lui, a créé la All Japan Pro Wrestling. Et en fait, c'était deux styles assez différents et ça a vraiment évolué au fil des années. Et Stan Hansen a rejoint la fédération assez tôt. Il a fait quelques matchs quand même avant à la New Japan. Il a déjà affronté Inoki, tout ça, mais il a mis pied à terre là-haut. Et c'est devenu l'un des piliers vraiment parce qu'il a affronté Giant Baba dans les débuts parce que ce soit les deux présidents de fédération, que ce soit Inoki ou Giant Baba, c'était les stars de leur promotion au début. Ils catchaient tous les deux. Ça, je pense que vous le savez. Et en fait, Stan Hansen a catché pendant pratiquement 20 ans à la All Japan. C'est quand même oufissime. Il a fait toutes les ères d'évolution jusqu'au début des années, fin des années 90. Et il a fait grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup de catcheurs connus. Je vais vous en parler dans la All Japan. Donc du coup, il fait son arrivée en devenant le principal heel gaijin. Du coup, forcément, à l'époque, dès que vous étiez gaijin, vous étiez heel de manière générale, parce que les Japonais allaient soutenir leur peuple face à ces Américains qui allaient dominer et tabasser leurs congénères, quoi. Et donc du coup, il a commencé à faire équipe un peu avec Bruiser Brody, qui est très connu aussi, l'un des meilleurs brawlers. Mais après son décès, que j'avais retracé dans une vidéo avec Thomas, il devient vraiment le top monstre de la compagnie.
Et son style collait parfaitement au terme monstre et bourrin, parce que c'est un énorme brawler. Il est considéré comme celui qui a les lariats les plus dévastateurs du business. Et je l'avais déjà donné l'anecdote, je vais le redire, déjà Stan Hansen est gaucher. Donc déjà c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que je suis gaucher moi-même. Donc du coup c'est lariat, c'est les left arm lariat, les western lariats, ça a plusieurs noms. Et ce catcheur-là avait une particularité un peu bizarre, c'est qu'il avait des yeux pourris. En fait, il avait une vision catastrophique, très très myope et tout ça, et en fait, il avait du mal à évaluer les distances, ce qui faisait que quand il mettait des coups, souvent c'était des vrais, parce qu'en fait, il se rendait pas compte qu'il allait la mettre directement dans la gueule de son adversaire. Donc, ça a donné un style ultra violent et stiff, et comme au Japon, on s'aime bien taper, bah lui, il rentrait parfaitement dans cette catégorie-là, et il va les populariser, le terme que vous connaissez tous quand on écoute des matchs japonais de l'Ariato. Et ben Stan Hansen, c'était une de ses marques de fabrique. Et dès qu'il a été en solo, justement, comme il a été monté directement top 1 et demi, quoi, il va avoir la rivalité contre le japonais de la All Japan, qui était la plus grande star, justement celui qui est passé derrière Giant Baba, qui est le fameux Jumbo Tsuruta. Je vous en reparlerai dans des vidéos ou sur l'histoire du Japon, ou sur, comment ça s'appelle, ou même une vidéo sur lui-même, parce que Jumbo Tsuruta, c'est un catcheur extraordinaire et ultra, ultra, ultra influent. On ne s'en rend pas compte à tel point il est influent. Et j'en reparlerai sur la chaîne. Et donc du coup, en fait, il commence sa rivalité en 88, donc 1988 face à Tsuruta, où ils vont beaucoup s'affronter, vraiment faire des toits à moi, jusqu'à ce que même Tanansen il va récupérer le titre poids lourd de l'époque de la All Japan. Donc la All Japan, ils avaient un titre NWA, qui était le titre NWA International Heavyweight Championship. Il va le battre en 88, donc c'est l'un des premiers gaijin à être champion au Japon, hein. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais lui, c'est un des premiers marquants. Et en 89, le Jumbo Tsuruta va mettre d'accord plusieurs fédérations. Tellement le mec est extraordinaire et que c'est l'un des japonais les plus en vue derrière Inoki en fait. Deux fédérations vont s'allier à la All Japan pour créer la ceinture Triple Crown qui est encore en activité à la All Japan. Donc c'est trois ceintures qui vont te rassembler en une, sauf qu'en fait au début ils venaient avec les trois ceintures les mecs. Et en fait c'est le champion entre guillemets ultime. Et en fait Stan Hansen en 89 il va participer au match d'unification de ces titres. Donc c'est le titre PWF Heavyweight Champion, le NWA United National Champion, comme je vous ai dit. Et le dernier, c'est le international que je vous ai dit juste avant. Donc du coup, ces trois titres vont être fusionnés et ça va créer officiellement le Triple Crown. Et c'est un match entre Stan Hansen et Jomo Tsuruta. Et Hansen va perdre. Et ils vont donner le titre aux Japonais, hein, forcément. Et en plus, Tsuruta, c'était la grande star. Mais ça a fait que les Japonais, même s'il était il a touché leur cœur à ce moment-là. Stan Hansen, c'est devenu en fait une méga star. Et qu'en fait, même s'il est terrifié et qu'il était méchant dans les storylines, en fait, les fans l'adoraient en fait. Donc quand il faisait ses spots, ses gros coups de l'accordage et tout ça, le public réagit tout le temps de manière positive. Et tellement que ça va fonctionner, c'est qu'il va avoir le titre 4 fois, ce titre Triple Crown. Donc c'est quand même un mec qui a été champion plusieurs fois avec des règnes assez marquants à la All Japan, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et son premier règne, il va battre un autre Gaijin, il va battre Terry Gordy. Terry Gordy, je vais en parler un petit peu quand je parlerai du prochain nom, en 90. Et ce qui est énorme avec Stan Hansen, c'est que comme je vous ai dit, il va faire une carrière de 20 ans là-haut. Donc du coup, il va servir à plusieurs générations, en fait. Dans plusieurs ères, il va être là pour faire des passages de flambeau ou pour être un des ennemis à abattre, pour faire monter des mecs à pusher. Et du coup, dans les années 90, c'est là où on va commencer le fameux King's Road, pour ceux qui connaissent. Donc c'est l'avènement de Mitsuharu Misawa, qui va être pas allié et ennemi avec Toshiaki Kawada, Akira Taoe et Kenta Kobashi qui vont dominer totalement le All Japan, où ça va faire des storylines de fou, où ils vont tous s'affronter, ça va faire des matchs par équipe, et en fait Sansen était dedans, et il va avoir des énormes matchs contre tous ces mecs-là. Et surtout contre Misawa, il va beaucoup aider au push de Misawa. Mais comme c'est un gros bourrin,
Il y a quand même, une anecdote que j'avais envie de vous donner avant de vous parler un peu de certains matchs légendaires à voir avec lui. C'est qu'il va bousiller l'œil de Mitsuharu Misawa. Mitsuharu Misawa va perdre une grosse partie de sa vision à un œil parce que, comme je vous ai dit, il voyait rien, que c'était un bourrin. Il va lui mettre une énorme lariat lors d'un match qui va abîmer jusqu'à la fin de la vie de Misawa son œil. Misawa, en fait, il aura comme s'il était aveugle d'un œil, pratiquement. Donc c'est vraiment... il terrifiait les autres mecs du roster, mais par contre l'affronter, c'était tellement prestigieux que les mecs y allaient, quoi. Il y a aussi l'anecdote où, dans un match, il fait sortir l'œil de Vader. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était extrêmement dangereux, mais par contre, dans les anecdotes bassèges que j'ai lues, c'est quelqu'un en or, quoi. Et c'est l'un des plus gros protecteurs du kayfabe aussi. Aux États-Unis, on a tenté beaucoup de fois de faire des interviews avec lui, et en fait, il sortait pas de son personnage. Il cassait pas le kayfabe, lui. Donc vraiment grand, grand, grand monsieur du catch. Et justement, à la All Japan, ils avaient une grosse particularité, c'était de faire des tag teams légendaires, hein. C'est eux qui ont popularisé les matchs par équipe où on switch des individualités, de les mettre en équipe pour donner des matchs extraordinaires. Et donc, il va avoir plein de partenaires par équipe. En fait, si vous aimez le catch par équipe moderne, dites-vous que la All Japan, c'est un peu les darons de ça. Donc, si vous aimez les FTR, les Young Bucks, et, euh, et d'autres noms que je ne cite pas, mais vous voyez de quoi je parle dans le catch moderne, et ben en fait c'est la All Japan qui a popularisé ces matchs-là foufou en fait. Et donc du coup il va être en équipe avec Terry Gordy, comme je dis je vais en parler, Genichiro Tenryu, qui est l'une des plus grosses légendes au Japon, il est surnommé Mr. Wrestling, Danny Spivey, aussi un gros bourrin, et Gary Albright. Alors Gary Albright, je vous conseille d'aller le taper sur Google. Un cube, le mec. C'est une masse, hein. Là au Japan, il y avait beaucoup de gaijin qui étaient forts physiquement. Et Gary Albright, le mec passé, je crois, de football américain ou de lutte amateur, je crois, il a fait les deux. Et en fait, le mec a un physique. Si vous aimez Scott Norton, vous aimerez Gary Albright, pour ceux qui ont la référence. Et c'est surtout ces équipes avec Tenryu et Gordy qui ont vraiment marqué l'histoire de la All Japan dans la division tag team. Pour finir sur Stan Hansen, je vais vous donner trois conseils de match, trois matchs à aller voir absolument. C'est du bonbon, hein, franchement. Si on note en étoiles, c'est entre 4,5 et 5 à chaque fois. C'est extraordinaire. Donc le premier que je vais vous donner, c'est Stan Hansen contre Kenta Kobashi, le 29 juillet 1993, dans le show Summer Action Series. Je regarde mes notes aussi pour pas me tromper. C'est pour ça que vous me voyez tourner les yeux, mais j'avais tellement de trucs à dire que je voulais pas oublier. Donc comme je vous ai dit, c'est probablement le plus grand match de la carrière de Stan Hansen. C'est vraiment, il est considéré comme l'un des meilleurs. En pleine période du Kings Road, parce qu'on est en pleine année 90, donc c'est là où on booste à mort Misawa, Kobashi, Tao et Kawada. Et c'est Kobashi, en fait, c'est l'honneur. C'est vraiment le samouraï, le jeune samouraï qui ne veut rien lâcher, qui est face à une brute intense, et en fait, il va encaisser, encaisser, encaisser. Et c'est vraiment un match de fou furieux. Deuxième match, bah, contre le GOAT, hein, je fais un clin d'œil sur le Discord au petit Yanis qui dit très souvent que Anthony Inoki c'est le deuxième empereur du Japon. Il y en a un troisième, c'est Mitsuharu Misawa, qui est probablement l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Donc du coup c'est Stan Hansen contre Mitsuharu Misawa le 22 août 1992 pour la ceinture Triple Crown. Énorme, énorme match. Là j'ai rien à dire, c'est vraiment Hansen, il fait le vétéran bourrin mais qui veut pas céder sa place face aux jeunes. Et en fait, c'est Misawa qui va réussir à le faire tomber, surtout en se servant de ces fameux elbows. Les elbows de Misawa, c'est pour ceux qui vont regarder de la All Japan, c'est juste c'est un coup de coude, on est d'accord. Mais en fait, ce coup de coude-là, c'est au-delà de tout, en fait. Ce coup de coude-là, c'est plus puissant qu'un moonsault ou que n'importe quelle prise impressionnante que vous allez voir. Ça a été construit autour de Misawa ses coups de coude. C'est comme ça qu'il bat Jumbo Tsuruta, justement, qui était l'ancien gros champion. Et en fait, on sait que Misawa, dans ses coudes, c'est des tentatives de meurtre, c'est des assassinats. C'est vraiment. Il y a beaucoup de dramaturgie et de psychologie dans les matchs de Misawa qui sont liés au coup de coude. Et en fait, Stan Hansen, qui est un gars qui va encaisser et qui va mettre des grosses lariats, tout ça, et ben en fait, il va progressivement dans le match tomber en fait. Le rocher va se fissurer avec les elbows de Misawa. Vous voyez, j'en parle passionnément à tel point que j'en perds limite mes mots, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce match. Donc 22 août 1992, Stan Hansen contre Misawa Misawa. Et le troisième match, on va prendre
l'un des autres gros noms de la All Japan, l'ennemi historique de Misawa, qui était son ami, ensuite son ennemi historique, le Vegeta de l'histoire du catch. Vraiment, si vous aimez Vegeta dans Dragon Ball, allez voir ce catcheur, c'est Toshiaki Kawada. Il est aussi extraordinaire, l'un des mecs qui a les coups de pied les plus violents du business, un catcheur extraordinaire aussi. Et là, c'est le 6 mai 1992, c'est un des matchs les plus violents. Ils vont s'en mettre plein la gueule. Vraiment, les mecs, ils oublient qu'ils sont dans le monde du catch. Hein. C'est vrai des limites du MMA, quoi. Les mecs se mettent des coups, mais d'une violence. Laissez tomber. Et en plus, Stan Hansen, dedans, il est possédé. Il massacre Kawada, mais comme Kawada, c'est Vegeta, il veut pas abandonner. Il a la fierté au plus haut point. Et il va se donner à fond, à fond, à fond. Et ce match a même reçu le titre de match de l'année dans le magazine Tokyo Sport, qui est un énorme magazine au Japon. Donc voilà, je vous ai donné 3 matchs, je vous ai parlé un peu de Stan Hansen, qui est probablement un de mes catcheurs préférés anciens. Donc j'espère que vous irez voir des matchs de lui. On passe au nom suivant, un autre nom légendaire, même si sa carrière a très mal fini à cause d'une anecdote que je vous ai déjà donnée, mais je vais déjà le présenter. Dr. Death Steve Williams. Donc là, on est aussi sur un gabarit, les gars, un cube, une force inarrêtable, littéralement. En plus, legit, parce qu'il a fait beaucoup de sports, ou de combat, ou des sports classiques. C'est le mec qui était fait pour le monde du sport. À tel point que l'anecdote que je vous avais donnée, sa carrière, c'est un mec qui aurait pu aller très loin. En plus, très grand ami de Jim Ross, qui avait réussi à le recruter à la WWF à l'époque. Sauf qu'il est tombé en pleine époque Vince Russo. Et on a voulu organiser cette saloperie comment ça s'appelle ça, le Fight for All, là, le combat de boxe legit, là, le tournoi de boxe legit qu'il a fait, le Free for All là, de merde là. Et en fait, il va perdre au premier tour contre Bart Gunn. Et en fait, ça a niqué sa carrière parce que derrière, ils l'ont plus jamais poussé. Et c'est vraiment dommage parce que ce mec-là, après son parcours extraordinaire au Japon, je vais en parler, vous inquiétez pas. Et ben en fait, sa carrière américaine n'a jamais décollé à cause de cette connerie de booking de Vince Russo, quoi. Donc, j'arrive à parler de Vince Russo même dans une vidéo avec avec du catch au Japon. Ça me rend fou. Mais ce mec-là, il est extraordinaire. C'est pas le mec qui a le plus gros work rate. En équipe, ça allait. En solo, c'est juste que le mec, en fait, il est imbutable, quoi. Il est imbutable, il a des prises impactantes, à tel point qu'une catcheuse que je sais que dans le Discord vous aimez beaucoup, c'est Willow Nightingale. Sa prise de finition, c'est le Dr Bomb. Et ben en fait, ça vient de ce type-là. C'est voilà le donc c'est il a influencé beaucoup 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 de catcheurs en étant en fait un énorme powerhouse. Et en plus, vraiment, là, sur la photo, il a été champion Triple Crown, évidemment. Et en fait, il était très charismatique et du charisme froid, en fait. Il venait dans le ring avec une veste de boxeur, avec la capuche. Il venait serious business, pas une émotion à montrer. C'est vraiment quelque chose à voir, les entrées de Dr. Death Steve Williams à la All Japan. Donc, encore un catcheur qui a catché la All Japan. Et donc du coup, il a été, en fait, il était tellement bon et tellement, en fait, il arrivait tellement à connecter avec les fans grâce à son style de fou qu'il était considéré comme un japonais par le public. Et à tel point qu'il a été, lui, pas forcément tout le temps heel, quoi. Il était considéré comme un des favoris du public. Et c'est beaucoup, beaucoup de lutte amateur dans son style, justement. Et il arrive en 1990 et il va faire une équipe légendaire avec un catcheur que j'ai parlé dans l'onglet Stan Hansen. C'est Terry Gordy. Et c'est la Miracle Violence Connection. Le nom, il pète quand même. Et cette équipe va devenir vraiment l'équipe top gaijin à la All Japan, quoi. Ils vont remporter plusieurs fois le championnat par équipe, évidemment. Et ils vont remporter aussi 2 fois le tournoi par équipe de la All Japan. Donc vraiment, les mecs étaient pushés, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vraiment, comme ils avaient des physiques de bois, parce que Terry Gordy aussi, c'est quelqu'un de physique, euh, c'était vraiment une équipe dominante si vous voulez faire un comparatif, un peu à la Steiner Brothers, justement, avec le background de lutte, et ben, ça ressemblait beaucoup à ça. Et c'est vraiment, excusez-moi, je me perds un peu mes mots, c'est devenu l'un des plus grands rivales de Misawa dans les années 90. En fait, ce mec-là, ils vont vouloir le pusher en solo. Et ça va marcher. Et il va affronter les 4 piliers, les 4 pillars, comme on dit. Donc, je vous ai déjà donné leur nom, Misawa, Kawada, Kobashi, Taoe. Et ben lui, il va les affronter les 4 dans une ère vraiment fast, où en fait, c'est Misawa qui va être le champion pendant très longtemps. On va penser qu'il est imbutable.
il va réussir alors qu'il est obligé d'abandonner le tournoi Misawa, donc c'est durant l'année 94. Il y a le Carnival. En fait, le Carnival, c'est l'équivalent du G1 Climax par le All Japan Pro Wrestling, donc tournoi en ligue où tout le monde s'affronte et en fait, à la fin, il y a une finale. Et le champion, que ce soit dans le Climax ou dans le Carnival, il participe. Et en fait, Misawa, comme il a enchaîné les défenses de titres bien violentes face à des Stan Hansen, face à son collègue Kobashi, une fois Kawada, tout ça, en fait, il est un peu abîmé. Mais comme c'est le seigneur et que c'est le champion, il veut tenir à mort son rôle, sauf qu'en fait, son corps tient plus et il est obligé d'abandonner le tournoi. Et derrière, Kawada bat Steve Williams en finale. Et donc, du coup, on se dit déjà, Kawada, il a réussi à battre cette brute qui est Steve Williams. C'était impossible, mais il réussit. Donc, il a droit à son title shot contre Misawa. Et le truc de fou, c'est que Misawa gagne le match quand même. En fait, c'est un des matchs de l'année 94. En plus, c'est les deux grands rivales, Misawa-Kawada. Misawa, en fait, on se dit, c'est bon, il sera champion à vie. Malgré qu'il a dû abandonner le tournoi sur blessure et tout, en fait, en un contre un, il est imprenable. Dans les grands rendez-vous, il est imprenable. Sauf qu'en fait, le finaliste du carnival qui était Steve Williams, il arrive à avoir son title shot face à Misawa. Et là, c'est une bombe. Donc, c'est le 28 juillet 1994. Williams, il bat Misawa. Donc, incroyable, il devient Triple Crown champion. Comme j'ai dit, c'est l'un des rares Gaijin à avoir été Triple Crown champion durant cette période, hein. Donc, c'est extraordinaire, hein. Les gens, comment ça s'appelle? Ça le monte en tant que main eventer. Que Baba l'adorait, évidemment, que le président de la fédération, il lui faisait totalement confiance. Et ça donne l'un des meilleurs matchs, hein. Je peux déjà vous le citer, celui-là, du coup, allez le voir, 28 juillet 1994, Misawa contre Dr. Dave Steve Williams, le sacre de Dr. Steve Williams. Et du coup, en tant que champion, il va forcément affronter Kawada. Kawada le bat dans le carnival, il bat le Steve Williams. Ok, il échoue contre Misawa, mais il sait comment battre le champion. Donc du coup, Kawada va se mettre en chasse du champion, normal. Et pareil, le match va se passer en octobre 1994 et c'est l'un des meilleurs matchs de l'année. Et en fait, Kawada, forcément, il a le truc pour battre Steve Williams. Misawa, il a échoué, il est tombé sur plus fort que lui parce que le mec était trop physique, il était avec toutes ses blessures. Misawa, en fait, là, il arrive à battre son ami parce qu'il le connaît, mais face à un Gaijin comme ça, c'est trop dur pour lui, un physique beaucoup trop démentiel pour lui, avec toutes ses blessures, il perd. Mais Kawada, lui, sait comment faire, et il va battre Steve Williams. Donc il va avoir un règne court, mais c'est marquant justement pour la construction de Misawa et de Kawada. Désolé, je fais beaucoup de name dropping, mais c'est pour que vous compreniez que vous essayez de rentrer dedans et que quand vous irez chercher ces matchs, vous connaîtrez les noms. Excusez-moi. Au milieu des 90, Steve Williams, il va refaire une autre équipe, comme Stan Hansen, avec le même partenaire de Stan Hansen, Gary Albright. Donc encore une équipe de bouchers, de bourrin Gaijin. Parce que comme je vous ai dit, Albright c'est aussi un cube. Donc là, vous avez deux cubes ensemble, des Road Warriors un peu modernes, si vous voulez. Et ça devient Suplex City avant Brock Lesnar, si vous voulez. C'est une équipe souplex sur souplex sur souplex sur souplex. Donc vraiment, encore une fois, Steiner Brothers style, et ils vont gagner le titre par équipe. Donc vraiment, il va être plusieurs fois champion par équipe à la All Japan, plus Triple Crown, une équipe de fous. Et quand Misawa, là on arrive dans les années 2000, Misawa Giant Baba va mourir. Misawa devait reprendre la All Japan. La veuve de Baba n'était pas d'accord. J'en parlerai une fois dans une vidéo de tout ça. Et Misawa, en fait, il va faire une exode pour créer sa propre fédération, qui est la Pro Wrestling Noah, qui existe encore aujourd'hui. Et ben Williams, lui, va rester fidèle à la All Japan, comme il a échoué aux États-Unis. En fait, le truc qu'il a mis le plus haut dans sa carrière, c'était la All Japan. Et ben en fait, il va rester à la All Japan jusqu'au bout. Et donc, du coup, c'est un des rares mecs vraiment fidèles. Il a voulu rentrer à son pays, ça n'a pas marché. Donc, du coup, il a donné son cœur à la All Japan Pro Wrestling. Et je trouve ça quand même beau. Et il va même avoir une équipe avec le père de Bray Wyatt là-haut dans les années 2000, qui est Mike Rotunda, que vous connaissez. Donc, c'est vraiment, vraiment très cool. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. Je vous conseille, si vous aimez encore une fois les bourrins et les lutteurs amateurs, ce catcheur est fait pour vous. Donc, je vous ai déjà donné deux des matchs, hein. Donc, le match, je vous redonne les dates. Misawa contre Williams le 28 juillet 1994 pour voir la prise de titre de Steve Williams. Sa perte de titre le 22 octobre 1994 face à Kawada. Ça, c'est vraiment à voir. Et pour les grands fans de, comment ça s'appelle, de championnat par équipe,
Je vous donne un match par équipe, évidemment. Donc, la Miracle Violence Connection. Donc, Dr. Steve Williams et Terry Gordy qui affrontent Misawa et Kobashi. Donc ça, c'est un match en 92. Excusez-moi, j'ai pas la date exacte, mais c'est en 92. Si vous tapez ça, vous allez le trouver assez facilement. Et c'est vraiment l'équipe des Gaijin qui est au top. Vraiment, ils sont en pleine force. Ils peuvent avoir toute leur puissance de fou. Et ils affrontent Misawa et Kobashi qui sont en train de monter comme des fous et qui vont réussir à devenir champion par équipe. Et Misawa, en fait, il va enchaîner titre par équipe, titre mondial. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est le grand seigneur de la All Japan durant le King's Road. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce match. D'aller voir ces trois matchs. Et d'aller voir du Dr. Steve Williams tout court, en fait. Vous allez voir qu'il est influent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de catcheurs. Je bois juste un coup, excusez-moi. Donc, là, je vous ai présenté deux grandes légendes Gaijin, donc dans les années 70, 80, 90. Et là, on va parler de quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus récent. Je pense que ça va faire plaisir aux gens parce qu'on le connaît surtout pour son run WWE, mais on parle pas assez de son run New Japan. Prince Devitt, que vous connaissez sous le nom de Finn Balor. Et ben là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, on est dans la New Japan des années 2000. Et en fait, vous connaissez Finn Balor, c'est un Irlandais. Il va devenir en fait l'un des Gaijin les plus importants de la New Japan parce que, je vous le spoil déjà, on va y venir, c'est le créateur du clan Bullet Club. C'est l'un des fondateurs. Donc ce qui va dominer le monde du catch et rayonner dans le monde du catch pendant presque 20 ans, quoi. Donc c'est quand même, ouais, presque 20 ans. Ouais, 16 ans. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc du coup, il va commencer sa carrière en 2009. Il est déjà au Japon depuis longtemps. Il va faire le parcours de la plupart des catcheurs de New Japan. Il va être Young Lion, un des Gaijin Young Lion. Il va être entraîné là-haut dans le dojo et tout ça. Et il va commencer en tant que personnage un peu spécial. En fait, il va être dans la division junior de base parce que c'est vrai qu'il n'est pas très grand, Finn Balor, Prince the Vitt. Et il va être associé à un catcheur qui catch encore aujourd'hui, un catcheur réputé pour faire du comique. Il est un peu spécial comme catcheur. Pour ceux qui le connaissent, c'est Ryosuke Taguchi. Et en fait, leur équipe va s'appeler Apollo 55. Pourquoi, comment? C'était très bizarre à voir parce que bon, Taguchi était beaucoup plus jeune à l'époque, donc c'était un très bon catcheur, mais il a toujours eu comme je vous dis, des notions de comique. Il aime bien mettre des coups de cul dans ses matchs, il aime bien se défroquer aussi. Il est un peu spécial ce catcheur. Et en fait, cette association, elle va vraiment marcher dans la division par équipe junior, à tel point qu'ils vont devenir l'équipe phare, mine de rien, alors qu'ils ont un style qui s'oppose un petit peu. Et ils vont réussir à remporter plusieurs fois le titre IWGP Junior Heavyweight, en devenant, comme je vous ai dit, une des équipes emblématiques. Et ça va le permettre en fait de faire ses armes jusqu'à ce qu'il va passer dans la division solo, toujours dans les juniors, vu son gabarit de toute façon. Et en 2010, il va remporter le tournoi prestigieux, le Best of Super Junior. Donc le Best of Super Junior, c'est l'équivalent du G1 Climax, donc le tournoi en ligue, comme je vous ai expliqué un peu avant, mais dans la division junior. Et en plus, il va pas battre n'importe qui dans ce tournoi. Il va battre déjà Taiji Shimori, qui catch encore aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs juniors de tous les temps. Et il va battre Kota Ibushi en finale. Vous connaissez Kota Ibushi, le partenaire historique de Kenny Omega. Avant qu'il passe en heavyweight, il était aussi dans la division junior. Et en fait, ça le propulse dans le top de la division. Donc, en termes, en fait, dans cette division junior, c'est un des top players, quoi, un des main eventers dans l'idée. Et ben, il va pas chômer parce que il va concrétiser cette victoire de tournoi. Le tournoi lui permet d'avoir un title shot. Et ben, en fait, il va avoir son title shot à Wrestle Kingdom 5, qui est en 2011. Et en fait, non, il va prendre le titre avant, excusez-moi. Il va prendre le titre avant et il va arriver champion justement à Wrestle Kingdom 5 pour défendre son titre face à Kota Ibushi. Donc ce match, il est vraiment trop bien. C'est dans donc l'ambiance du Tokyo Dome, Wrestle Kingdom, donc c'est top. Donc je vous conseille d'aller voir, parce que surtout ça fait bizarre de voir Kota Ibushi plus mince, pas beaucoup moins musclé, beaucoup plus high flyer. Et là, vraiment, on est dans
un excellent Prince Devitt, déjà, c'est un excellent catcheur. Bah, vous le voyez aujourd'hui, hein, Finn Balor, malgré l'âge, il a toujours le physique. Et dans le ring, il est impeccable, quoi. Et ben, ça commençait déjà à l'époque, quoi. Il va continuer son run chez les juniors, hein, entre 2011 et 2013. Et en fait, en 2013, il va commencer à tourner un peu heel en pétant les plombs sur les limites imposées aux juniors. En fait, il se dit, j'en ai marre des juniors et je veux passer poids lourd. Je veux affronter les poids lourds. Et dans un match, justement, comme il est en train de tourner, il va en plus tricher. Il va réussir à battre le champion IWGP de l'époque poids lourd, qui est Hiroshi Tanahashi. Dans un match par équipe, en fait, il va réussir à pin Tanahashi, et ce qui va dire qu'il a le droit d'être heavyweight, quoi. Et donc il revendique sa place, et comme j'ai dit, il entame progressivement son heel turn en vraiment en étant comment dire, le mec qui refuse sa place en fait, et qu'il a envie d'aller plus haut. Et bah, ça va pas manquer parce que du coup, comme il est en train de tourner le 7 avril 2013 dans le pay-per-view Invasion Attack, il va dégommer son ancien partenaire qui est Ryosuke Taguchi. Parce qu'en fait, ils vont avoir un match par équipe junior, comme d'habitude. Et en fait, ils vont pas réussir à prendre le titre. Et lui, il va le déboîter pour confirmer son heel turn. Et vraiment l'évolution du personnage qui va donner le truc légendaire dans la carrière de Prince Devitt. C'est la naissance du Bullet Club. Donc, comme j'ai dit, après la trahison, il va s'associer à deux catcheurs et ils vont recruter un quatrième assez vite. En fait, David, il va s'allier au catcheur Bad Luck Fale. Donc, vous voyez, il catch encore aujourd'hui, il est dans House of Torture, sauf que là, il est assez vieux. C'est un gros bonhomme qui vient de la Nouvelle-Zélande, c'est un entraîneur aussi de catch. Donc, déjà, il va se mettre une armoire à glace à côté de lui parce que lui, il est petit et bah, c'est un junior de base. Donc, du coup, il va se mettre un gros bonhomme avec lui en tant que garde du corps. Il va recruter quelqu'un que vous connaissez, qui est à la WWE aussi actuellement, qui est Tamatonga. Et en fait, ils vont recruter le dernier membre que vous connaissez aussi, qui est Carl Anderson. Et là, on a la formation originale du Bullet Club. Et ça va devenir, comme j'ai dit, l'un des clans les plus influents de l'histoire du catch, en fait. Je sais que beaucoup ont un peu de mal avec ça, parce qu'on va avoir plusieurs leaders, plusieurs itérations, ça va amener pas mal de choses. Mais le Bullet Club, c'est quand même l'un des clans les plus légendaires, parce que tous les catcheurs que par exemple vous voyez la All Elite Pro Wrestling, ouais, la All Elite Pro Wrestling, les mecs viennent du Bullet Club la plupart. The Elite, que ce soit Kenny Omega, les Young Bucks, Adam Page, Cody Rhodes, qui est l'un des visages du WWE aujourd'hui, ils sont tous passés dans le Bullet Club, quoi. Et ça va rayonner sur plusieurs fédérations, dans le circuit indépendant aux US, plus au Japon, à la New Japan. Donc vraiment, c'est Finn Balor qui est l'instigateur de ça. L'esthétique du Bullet Club, vous connaissez, hein, on fait le signe du tout suite, c'est inspiré totalement de la NWO, mais avec le style des flingues, des têtes de mort avec les fusils. Et en fait, chaque leader va imposer son style au clan et ça va faire des sous-clans, des trucs comme ça. En fait, on peut en parler maintenant, ça s'est terminé début d'année. Début d'année, le Bullet Club a enfin pris fin à la New Japan, parce que de toute façon, les Gaijin qui en faisaient partie, eux, ont créé la All Elite. Donc là, maintenant, le clan est terminé. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo complète dessus. C'est possible, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le Bullet Club, c'est un de mes clans préférés ever. Donc du coup, notre bon Prince of It, entre 2013 et 2014, il va totalement changer de style. Là, déjà, on vous spoil, hein, avant de devenir le démon à la WWE, il faisait déjà ses body paint durant les gros shows. Il n'y avait pas de personnage mystique autour, hein, c'était vraiment pour le style. Et quand il venait pas avec son body paint, il va avoir une veste où El Fantasmo, un catcheur de la New Japan actuel, a repris un peu ce style-là, une veste entre El Fantasmo et Y2J plus tard, en fait. En fait, c'est lui qui a commencé, et Y2J va reprendre, excusez-moi, et El Fantasmo va prendre aussi, c'est une veste lumineuse. Il va venir en catch avec une veste à néon, et il va se nommer, en hommage à Y2J, encore une fois, le Real Rock'n'Roller. Vous savez que Y2J se fait appeler l'Ayatollah of Rock'n'Roller, lui c'est le vrai Rock'n'Roller. Donc il vient avec ses vestes lumineuses, le signe du Bullet Club comme ça, il va commencer déjà à prendre toutes les mimiques qu'il va avoir à la WWE plus tard en Balor en fait. Donc très provoquant, il va beaucoup se servir de son clan dans ses matchs,
Mais il va être extrêmement fort durant toute cette période. Mais il va jamais dépasser le plafond de verre où il a commencé cette transition. En fait, il va jamais passer poids lourd. Il restera junior. Il aura des matchs contre des poids lourds, dont Tanahashi par exemple. Mais jusqu'à la fin de son règne, ce sera un junior. Donc, même si c'est le premier leader et que beaucoup le disent, ouais, c'était probablement l'un des meilleurs leaders, non, il n'a pas été main eventer poids lourd à la New Japan. C'est resté quand même quelqu'un dans la division junior, alors qu'il avait le potentiel d'aller poids lourd. Après, il était petit, mais ça n'empêche pas que c'est un catcheur extraordinaire. Et il va influencer tous les autres leaders, rien que déjà par son finisher. Son finisher de l'époque, là aujourd'hui, il le fait toujours, mais il le fait inversé comparé d'habitude. En fait, c'est un brainbuster porté sans mettre le bras autour. En fait, il ne fait pas une souplesse totale. En fait, il fait une souplesse sans prendre appui avec le bras de l'adversaire. En fait, il porte et il finit en brainbuster. On appelle ça le Bloody Sunday. Et à la WWE, il va le faire inverser. Donc ça veut dire prendre le mec en reverse DDT, le porter, le claquer au sol. Et il va l'appeler le 1916, qui est l'année du Bloody Sunday en Irlande. En fait, c'est une année ultra phare pour les Irlandais. Hein. C'est la guerre civile et tout ça. Donc vous pourrez aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et tous les leaders du Bullet Club derrière vont reprendre le Bloody Sunday. Comme c'est la marque de Prince Devitt, et ben on lui fait un hommage parce que c'est lui qui a créé ce clan légendaire. Et en fait, il va partir en 2014 pour la WWE où il va signer à NXT. Donc vraiment son run est assez court en fait, c'est de 2009-2010 à 2014. Mais il va marquer la New Japan Pro Wrestling et il va permettre à ce que le Bullet Club, la création du Bullet Club va permettre à faire évoluer le monde du catch, comme je vous ai dit. Donc il va pas être l'acteur tout le long, mais au moins c'est le créateur. Donc il est important là-dedans. Et bah, comme tous les autres catcheurs, je vais donner trois noms. Trois noms, excusez-moi, trois matchs à aller voir. Il y en a un, je l'ai déjà cité, c'est Prince Devitt contre Kota Ibushi, Wrestle Kingdom 5, donc le 4 janvier 2011. C'est un match de junior parfait. Il n'y a rien à dire. La durée est pas trop longue. Ça bouge super bien, pas de temps mort. Et c'est un match qui a forgé autant Prince Devitt et autant Kota Ibushi. Quoi. C'est un match qu'on peut ressortir pour les deux. Autre match contre mon catcheur préféré, vous le connaissez. Un match contre Hiroshi Tanahashi. Donc à Dominion en 2013, donc le 22 juin 2013. C'est vraiment le match qui impose la rébellion de DeVitt par rapport entre les juniors et les heavyweights. C'est là qui va donner la création du Bullet Club. Et donc c'est top parce qu'en fait le mec essaie d'affronter le grand champion heavyweight et en fait de montrer comme quoi il en veut et qu'il en est capable. Donc vraiment ce match vous pouvez aller le voir, il n'y a aucun souci. Et le dernier match que j'ai noté, c'est face à son ancien partenaire, donc Ryosuke Taguchi, à Invasion Attack en 2014. Donc c'est la conclusion de leur fin d'équipe, donc de Apollo 55. C'est l'une des rares fois où Taguchi est totalement sérieux dans son match, où il y a pas de clownerie, comme je vous dis, c'est un catcheur un peu comique. Là, il n'y en a pas du tout. Il est serious business et ça fait très plaisir de le voir comme ça parce que c'est un peu un catcheur sous-estimé ce type-là, mais c'est parce qu'on retient très souvent le comique, quoi. Et c'est plein de storytelling parce qu'en fait, c'était les partenaires et on aime bien quand les partenaires s'affrontent. Surtout quand c'est après une trahison et tout ça. Donc allez le voir, ce match, il est vraiment très cool. Et comme il y a pas beaucoup, comme sa carrière est pas méga grande, je vais vous donner quelques mentions honorables. Comme ça, c'est cool, et surtout c'est Finn Balor, hein, donc je sais que beaucoup l'aiment. Donc du coup, vous pouvez aller voir son match aussi face à Kota Ibushi à Dominion 2013. Il a un match face à Kazuchika Okada à Kizunaro de 2013 aussi. Donc en plus, vraiment, Finn Balor contre Kazuchika Okada, là quand on voit la différence de taille, c'est très impressionnant en plus. Il y a en 2011, à Invasion Tour, il va affronter un catcheur mythique et légendaire du circuit indépendant qui est Loki, connu sous le nom de Caval à la WWE, mais bon, on s'en fout, on retient sous le nom de Loki. Et à Fantastica Mania 2011, on a Apollo 55, donc Prince Devitt et Ryosuke Taguchi qui affrontent les Golden Lovers. Ça a à voir. Hein. Donc Kenny Omega et Kota Ibushi. Donc ça, c'est un bon petit match par équipe à aller voir. Et j'adore regarder les Golden Lovers de façon catchée. Et Devitt au Japon, c'était très 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 cool. Dommage que ce soit assez court.
Et je sais pas si un jour on fera la carrière complète avec Thomas, mais au moins là, au moins si on fait la carrière complète avec Thomas, peut-être on skippera justement ce passage. Parce que j'ai retracé sa carrière New Japan assez rapidement. Ce sera beaucoup plus pertinent de parler de tout ce qu'il a fait à la WWE. Et ben les amis, je repasse sur la caméra. Je pensais faire à peu près 1 heure de vidéo. Finalement, on est dans les 40 minutes de vidéo, donc ça passera assez vite à voir. J'espère que ça vous plaira. J'essaierai de réitérer l'exercice, justement, quand on aura des soucis de planning avec Thomas, de vous faire des petits bonus comme ça. Et là, comme j'ai cité que 3 non-gaijin, dites-vous qu'il y aura sûrement d'autres épisodes. Donc, il y a plein d'autres catcheurs qui ont marché au Japon, étrangers, qu'on doit parler. Et je parlais aussi de quelques, peut-être l'inverse aussi, des catcheurs japonais qui sont passés aux États-Unis, sûrement Nakamura, Yoshitatsu, des catcheurs que vous connaissez. Peut-être en parler un petit peu dans ce genre de format, parce que je me vois pas faire des vidéos complètes avec Thomas là-dessus sur ces carrières de catcheurs-là. Mais durant ces bonus, ça me permet de parler de noms dont j'ai envie de parler, de manière plus condensée, et d'avoir des bons petits détails et plein de conseils de match à vous donner aussi. J'espère que c'était pas trop fouillé, vous me pardonnez, parce qu'entre la fatigue plus la chaleur, hein, je pense que tout le monde souffre de la canicule. Là, chez moi, il fait plus de 40 degrés, c'est vraiment, vraiment éprouvant. Mais j'ai bien aimé cet exercice. Comme je vous ai dit, je réitérerai l'opération. Donnez-moi de la force, donnez de la force au couloir du catch. N'oubliez pas de liker, de commenter, de nous faire des coucous. Rejoignez le Discord pour venir discuter avec nous. Et on se retrouve demain pour le live habituel du mardi soir où on débriefe l'actu. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Il y a beaucoup de sel au niveau de Stamford. Il y a des trucs sympas à raconter de la EW et toujours plein de débats avec les copains en vocal. Et si un jour vous voulez passer en live pour discuter avec moi, justement, il faut passer par le Discord. Je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve, comme je vous ai dit, demain et on se retrouve lundi prochain pour une émission classique des couloirs. On aura le temps de tourner avec Thomas, vous inquiétez pas. On vous prépare un petit concept. Pas un concept, une vidéo, la suite d'une vidéo qu'on vous avait déjà fait. Je vous la spoil. Ce sera l'émission sur les tapés 2 du catch. Donc du coup, je vous ai pris une sélection de catcheurs considérés comme fralés, que ce soit Kefeb ou hors Kefeb. On va en parler avec Thomas, un peu quelques minutes sur chaque catcheur et donner les plus grosses anecdotes. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, restez connectés. Allez, salut!